Alors, bienvenue à cette deuxième journée du Festival Histoire et Cité. Avant de vous laisser découvrir cette belle conférence, quelques mots sur les événements du jour. À 19 h, dans cette même salle, une projection commentée des archives de la RTS sur la thématique de l'alimentation. Et à 20 h 15, le film de Road to Wellville sera projeté au cinéma du Grutli. Si la thématique de la conférence vous intéresse particulièrement, nous vous proposons l'événement L'épicerie du monde, l'alimentation mondialisée depuis le XVIIIe siècle, samedi à 15 h 30 en U300. L'ensemble du programme du festival est disponible sur notre site ou en version papier que vous retrouverez à l'accueil juste à l'étage. Merci beaucoup et bonne conférence. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'ouvrir cette conférence qui nous sera présentée par notre collègue de Bordeaux, Philippe Mézy. Je m'appelle Yann Blanc, je suis professeur d'histoire de l'art de la peine moderne à l'Université de Genève. Marie Oulmar, professeur d'histoire moderne dans la même université. On est absolument ravis de vous présenter et de modérer, comme on le dit, cette présentation. Quelques mots d'introduction avant de laisser la parole à notre invité. Donc, Philippe Mézy est maître de conférence habilité en histoire moderne à l'Université Bordeaux-Montaigne. C'est un grand spécialiste de l'alimentation, l'histoire de l'alimentation, l'histoire des cultures alimentaires, en particulier des cultures alimentaires régionales, dans la France du XVIIe siècle, plus au-delà, fin XVIIe jusqu'au XIXe siècle. Il a publié notamment un livre en 2007 aux presses universitaires de Rennes, La table du Sud-Ouest et l'émergence des cuisines régionales, 1700-1850. Il travaille beaucoup sur la question des consommations alimentaires, mais aussi de ce qu'on pourrait appeler les cultures du goût, les cultures des terroirs, les cultures de l'alimentation, les échanges, la circulation entre ces différentes cultures, dans une perspective également européenne. Et je ferai référence ici au livre « L'alimentation en Europe à l'époque moderne » chez Armand Collin en 2010, qui est une vraie petite bible pour celles et ceux qui s'intéressent à cette question-là. Pour commencer à travailler sur l'histoire de l'alimentation, je vous conseille, en tout cas à titre personnel, ça va être extrêmement utile avec un index notamment très, très précieux lorsqu'on travaille sur tel ou tel produit. J'ai travaillé récemment sur le bœuf, c'est bien de regarder un peu ce qu'on mange dans le terme de bœuf dans les différents pays en Europe. Et enfin, et dernier élément, c'est là-dessus que nous allons l'écouter aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la question de la construction et du commerce de la réputation, de la notion de réputation dont il rappelle les origines étymologiques liées aux produits alimentaires, donc origine géographique, typicité des produits, mise en évidence des savoir-faire régionaux du XVIIe au milieu du XIXe siècle, en France et en Europe. Et c'est précisément autour de cette question qu'il va parler aujourd'hui, puisque sa présentation est intitulée « La fabrique des réputations, alimentation, qualité et origine, 1680-1830 ». Je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Et je remercie évidemment vivement les organisateurs du festival Histoire et Cité de me donner l'occasion de parler ce soir devant vous. Et comme on vous l'a rappelé, l'idée est d'aborder cette question de la fabrique des réputations, donc dans une perspective historique qui est la mienne. C'est vraiment dans cette perspective-là que je voudrais vous présenter un petit peu ces mécanismes de construction de la réputation. Aujourd'hui, vous le savez, on en entend parler très souvent, la notion de terroir, les termes d'authenticité, les termes de produits traditionnels sont extrêmement répandus et associés à des systèmes juridiques, comme les appellations d'origine contrôlée, les indications géographiques protégées. Mon but, c'est véritablement d'interroger, et ça a été l'objet effectivement de mes recherches pendant plusieurs années, d'interroger finalement l'ancrage historique de ces réputations, la manière dont elles se sont façonnées au fil du temps et d'essayer de comprendre pourquoi et comment tel ou tel produit associé à un lieu est devenu un produit connu, reconnu, auquel on associe des qualités particulières. L'intérêt de la démarche, c'est de remonter finalement dans le temps avant les systèmes juridiques qui ont été mis en place en 1919, en particulier en France, avec les appellations d'origine. Donc c'est un peu un voyage dans le temps que je vous propose, une sorte de préhistoire ou proto-histoire des appellations d'origine, parce qu'on observe au fil du temps que ce lien produit et territoire est un lien pour les produits alimentaires qui s'affirme de plus en plus à partir notamment de la seconde moitié du XVIIe siècle. Les réputations qui associent un lieu et un produit existent de manière très très forte, et si on regarde
les caricatures qui existent par exemple au début du 19e siècle, comme cette caricature, hein, très inspirée évidemment de la figure de Gargantua. Vous le voyez, ce bourgeois à table eh bien, se nourrit de nourritures diverses et variées, mais comme vous le voyez devant lui et devant la table, on a des produits qui sont clairement identifiés hein, dans les petits cartons que vous avez. Vous avez par exemple des volailles du Mans qui sont mentionnés, mais aussi, ça fonctionne pour le vin, du vin de Tokai. Donc on a, si vous voulez, dans un imaginaire culturel, politique, gastronomique, en ce début du 19e siècle, déjà ce lien qui apparaît. Il s'inscrit véritablement dans l'histoire, parce que finalement, si on prend les caricatures et qu'on remonte toujours dans le temps, au moment de la Révolution française, on retrouve aussi la même figure, hein, celle du Gargantua, du roi Louis XVI qui affame son peuple. Et là encore, alors c'est sans doute trop petit à l'écran pour que vous puissiez lire les textes en bas, mais le grand plat qui est porté par deux petits personnages juste devant le roi, juste devant la table, est un pâté d'Amiens. Ce sont des pâtés de canard extrêmement réputés à la fin du XVIIIe siècle, et l'idée étant évidemment de montrer comment le roi affame son peuple. Donc on a vraiment, à ce moment-là, fin XVIIIe, début XIXe siècle, ce lien est extrêmement fort, tant et si bien qu'en 1809, il existe la première carte gastronomique de la France qui représente le territoire, donc on est en 1809, le territoire à travers des petits symboles qui sont des produits alimentaires ou bien du vin. On a vraiment une perception du territoire, un produit, un lieu. Si j'agrandis un petit peu, j'ai pris deux exemples. Celui de droite, comme on vous l'a rappelé, je viens de l'université Bordeaux-Montaigne, donc vous voyez sur Bordeaux évidemment des tonneaux de vin, Saint-Émilion une bouteille de vin, des bouteilles de vin sur le Médoc, mais j'ai pris un autre exemple, hein, plus dans le nord de la France. Vous voyez, on retrouve ces pâtés d'Amiens qui sont représentés. Vous retrouvez le fromage de Brie, la bouteille de vin de Champagne, mais ce qui est intéressant surtout de constater, c'est que certains de ces produits sont encore extrêmement réputés, vous les connaissez évidemment. Pour d'autres, ils ont soit disparu, soit leur réputation a décliné. Donc on a vraiment un objet d'histoire à partir du moment où on s'interroge sur ce lien du produit à l'histoire. Les cerises de Montmorency, par exemple, aujourd'hui évidemment, ont largement reculé du fait de l'extension parisienne, et elles ont disparu. Mais si vous regardez Reims, oui, le champagne, évidemment, mais le jambon de Reims est évidemment, lui, d'une réputation aujourd'hui quasi disparue. Donc le but de la réflexion sur cette construction des réputations, c'est bien de saisir un phénomène historique et de comprendre quels sont les mécanismes qui ont conduit à ce que certains produits, à un moment, au fil de l'histoire, soient distingués des autres, quelles sont les causes qui entraînent ce type de phénomène, et voir aussi que ce n'est pas quelque chose qui est pérenne. Il y a des évolutions, des produits apparaissent, des réputations se construisent, se déconstruisent, reculent, et donc on a ici une notion tout à fait clé, notamment pour la période donc, de la fin du XVIIe jusqu'au début du XIXe siècle, où les cartes gastronomiques comme celles que vous avez sous les yeux tendent un petit peu à figer les choses. Alors, il est vraiment important, dans un premier temps, de s'interroger sur cette notion et sur ce mot de réputation. On a ici, quand on parle de produits alimentaires, véritablement une valeur qui se mesure, vous allez le voir, une valeur qui est très très liée aux produits alimentaires. Il suffit de prendre un dictionnaire de langue de la fin du XVIIe siècle, comme le dictionnaire de Furetière, et si vous regardez la définition, et l'une des définitions qui est donnée du mot réputation, bonne ou mauvaise opinion que les hommes ont des choses ou des personnes, et tout de suite, dans les occurrences qui sont données, les vins de Champagne, les melons de Langeais, les jambons de Mayence se sont mis en grande réputation. Donc on voit bien qu'on a une association très forte entre cette notion de réputation, c'est-à-dire le fait d'être reconnu comme un produit ayant des qualités particulières et d'être associé très clairement à un lieu, on voit bien que cette association est déjà bien installée à la fin du XVIIe siècle. Et si on regarde la fin de la citation, on voit aussi très bien que c'est lié à des circulations commerciales. On a ici un enjeu commercial de premier plan autour de cette notion de réputation. Donc la réputation, c'est avant tout une histoire de mots. Dans les sources que j'ai pu étudier, eh bien, on retrouve le terme de réputation. On va dire les melons de Langeais sont réputés, le jambon de Bayonne est réputé, etc., etc. Et vous avez d'autres termes aussi qui sont très intéressants,
associés, je dirais, à cette notion de réputation. Le terme de produit renommé, le terme de produit excellent, on va parler de produit véritable, on va parler de produit unique. On est vraiment dans cette idée dans cette période-là, notamment du XVIIIe siècle, de mettre en avant des produits qui sont vraiment spécifiques par leur nature, et le sens des mots est ici tout à fait essentiel. Alors comment mesurer ces réputations ? Comme vous le voyez, je vous explique qu'on a une association très forte, mais au-delà des mots, est-ce qu'on peut la mesurer d'une autre manière ? Bien, en premier lieu, on peut regarder dans différents champs. Ce qui relève des normes, par exemple les dictionnaires de commerce, mettent en avant ce lien du produit au territoire. J'ai pris un exemple, j'aurais pu en prendre des dizaines, mais dans le dictionnaire universel de commerce de Savary des Brulons, dans l'article miel, on a ici, vous le voyez derrière moi dans le texte, on a une mise en évidence d'une qualité considérée comme supérieure du miel de Narbonne. On parle de véritable corbière, donc on voit bien qu'il y a le miel, et puis il y a le miel de Narbonne. Un miel qui aurait des caractéristiques différentes. Vous avez des détails ici qui relèvent de l'histoire d'essence, qui sont assez riches sur les caractéristiques de ce produit. Donc on voit bien que dans le champ des dictionnaires de commerce, dans cette littérature commerciale, on a la volonté d'établir des distinctions entre les produits d'un même type de produit. On va avoir des distinctions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, on retrouve ces distinctions dans d'autres types de normes. Du côté aussi de la littérature culinaire. Là, j'ai pris l'exemple d'un livre de Menon, Les soupers de la cour. On est au milieu du XVIIIe siècle, et vous avez dans cet ouvrage, je vous en ai mis la liste, tous ces produits qui sont associés à des lieux. Les pâtés d'Amiens, vous voyez, vous les retrouvez, et puis toute une série de produits. Donc on voit bien qu'au niveau du discours, au niveau des normes, on a ce lien qui est clairement établi, et surtout qui est d'un usage croissant. Si vous regardez des livres de cuisine du XVIIe siècle, vous allez retrouver 5-6 produits associés à un lieu. Plus on avance dans le XVIIIe siècle, plus il y a de produits associés à un lieu, et ça se poursuit au début du XIXe siècle. Donc on a vraiment une tendance de fond. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette mesure de la réputation, elle se fait aussi dans des sources que je vais qualifier de sources de la pratique. C'est-à-dire qu'on n'est plus au niveau des normes, on est au niveau vraiment des documents, du quotidien, de l'usage. Ici, je vous prends cet exemple-là, c'est toujours dans le domaine du commerce, mais non plus dans un livre, mais cette fois-ci dans un livre de compte, dans un document de la pratique. Vous avez des produits comme le miel de Narbonne qu'on retrouve, ou le Roquefort, ou les gelées de pommes de Rouen, qui sont identifiés, distingués des autres produits. Vous avez le miel, mais voilà, le livre de compte de cet épicier parisien distingue le miel de Narbonne. Donc on a vraiment ce processus-là qui concerne la pratique. On le retrouverait également en province, pas simplement à Paris. Ici, ce sont des papiers de marchands de Besançon. À Besançon, au XVIIIe siècle, on a la présence de produits dans les archives de ces marchands, ça veut dire les factures, les livres de compte, les correspondances, où ils prennent soin d'employer des dénominations géographiques. Alors, je ne parle pas d'appellation d'origine, puisque ce serait anachronique, mais on a vraiment ces dénominations géographiques qui sont la base de ces réputations qu'on peut saisir dans ce champ-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le retrouve aussi du côté des consommateurs. Dans les archives de la pratique concernant les livres de compte, de dépenses de bouche, etc., là aussi, ceux qui tiennent ces livres de compte, qui peuvent être des cuisiniers, qui peuvent être des maîtres d'hôtel, se sont appropriés ces dénominations d'origine. Vous le voyez ici dans les dépenses de bouche de Loménie de Brienne. On a ici un des grands personnages de la cour à ce moment-là, et là encore, vous avez toute une série de produits qui sont mentionnés. Et ce qui est intéressant, quand je vous parle de différents champs, c'est de constater que ce n'est pas simplement que du côté des élites, que du côté des consommateurs et des marchands qu'on va retrouver ces distinctions par l'origine. On le retrouve aussi dans des sources qui font écho à une culture alimentaire populaire. L'extrait que vous avez sous les yeux de l'École des gourmands est une pièce de théâtre qui est jouée donc, sous la Révolution et au début du XIXe siècle, et qui s'adresse à un public populaire. Et ici, la scène, c'est un apprentissage de la géographie à travers les produits. Ça veut dire que le public populaire, même s'il ne consomme pas ces produits, il a conscience de leur réputation. Ça leur parle.
Et ça, c'est assez intéressant de voir que ce n'est pas réservé à un cercle fermé, mais bien que cette notion de réputation, elle a une dimension sociale assez affirmée et une diffusion sociale qu'on retrouve. Vous la retrouvez aussi avec des marchands, comme ici dans ces cris de Paris, qui vendent du pain d'épices de Reims dans les rues. Donc on n'est pas uniquement, et c'est pour ça que ça me semblait intéressant, cette notion de réputation, de reconnaissance d'une qualité liée à l'origine ne se réduit pas au champ des consommations alimentaires des élites, mais porte à différentes échelles. Donc lorsqu'on étudie ces différents champs, eh bien, la réputation, elle apparaît et on peut essayer de distinguer ces produits qui sont dans les sources et plus souvent cités et associés à un lieu. C'est ce que j'ai eu l'occasion de faire. Donc cette carte synthétise un certain nombre de ces produits. J'ai laissé de côté les vins, ne figurent que les produits alimentaires, que les denrées. Donc vous voyez toute la diversité géographique, la diversité des produits. Vous voyez que le gruyère est bien représenté aussi sur la carte. Donc on ressent ici très clairement l'ancrage de cette notion de réputation qui est clairement employée pour ces différents denrées, j'y reviendrai. Là, j'ai fait juste une carte avec les fromages, parce que là, on a des produits assez emblématiques, et vous voyez sur cette carte là, les fromages donc, qui ont une réputation. Ça veut dire qu'ils sont évoqués dans les sources, associés à un lieu, et qu'associés à ce lieu, on y ajoute des qualificatifs de excellent, le meilleur, etc. Et à partir de là, j'ai pu dresser cette cartographie des produits réputés à l'échelle de l'Europe, et en particulier, évidemment, pour la France. Il s'agit, à partir de là, de se poser la question du pourquoi. On constate ce phénomène-là, on voit que ces produits, dont certains sont toujours connus, émergent. Il faut se poser la question des mécanismes qui ont conduit à ces processus de distinction. Ce qu'on voit tout d'abord, c'est que, si on regarde les appellations qui sont les plus utilisées, la plupart du temps, on a affaire à des noms de villes. Ce sont les villes qui sont les plus souvent mentionnées dans ces réputations, ce que je vais appeler des réputations territorialisées. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, c'est les lieux de commercialisation. C'est les lieux où on met en vente les produits. Le jambon, c'est le jambon de Bayonne. On ne fait pas du jambon à Bayonne, on fait du jambon dans la vallée de l'Adour, on fait du jambon en Béarn, etc. Il arrive à Bayonne, il est exporté à partir de Bayonne, on l'appelle jambon de Bayonne. Au XVIIIe siècle, la prune, qui est faite dans la vallée de la Garonne, autour d'Agen notamment, on l'appelle prune de Bordeaux, parce qu'elle est expédiée par le port de Bordeaux, etc. Donc on a, ici, on le voit bien, contrairement peut-être à l'imaginaire qu'on a aujourd'hui, ces produits-là sont vraiment inscrits dans une dimension commerciale, dans des circuits commerciaux, plus que dans l'idée du terroir, qui serait un terme anachronique, ou dans l'idée d'un ancrage dans les campagnes. Et puis on a des dénominations qui sont extrêmement souples. Gruyère, par exemple. Le terme de gruyère, vous le voyez, je l'ai fait figurer sur la carte pour la Suisse, mais on va parler de gruyère de Franche-Comté, on va parler de gruyère de Lyon. Il y a une grande souplesse, c'est-à-dire qu'on a une extension au XVIIIe siècle de la dénomination de gruyère, comme on a une extension de la dénomination de prune de Brignoles, comme on a une extension de la dénomination de truffe du Périgord. Les truffes du Périgord, elles ne viennent pas forcément du Périgord. Mais on associe la dénomination et la réputation avant tout à un savoir-faire. C'est ça qui compte, c'est le savoir-faire. On a des produits qui s'inscrivent dans cette logique-là. Puis l'autre élément à prendre en compte, c'est la nature des produits. Si on regarde les produits et qu'on les classe par grandes catégories, la plupart des produits qui sont réputés, qui sont associés à un lieu, sont des produits qui sont des produits de conserve. Alors, évidemment, la deuxième catégorie, vous allez me dire, ce sont des fruits. Mais ce sont des fruits séchés, style pruneau, etc. La plupart des catégories qui sont mises en avant sont des produits qui sont aptes à voyager. Il y a très peu de produits frais qui sont mis en avant. Donc on voit bien aussi que c'est adapté aux conditions matérielles de la circulation. Donc ce qui ressort, c'est que ces réputations-là qui existent et se développent, elles sont vraiment inscrites dans des dynamiques qui sont celles donc, du XVIIIe siècle, de cette époque qu'on appelle l'âge du commerce. Et si maintenant on essaye de voir les mécanismes les uns après les autres qui ont permis cette construction des réputations, on voit bien qu'on a la convergence entre deux mécaniques qui vont se rencontrer, deux dynamiques. L'une qui va être du côté des stratégies commerciales, du monde du commerce, de la circulation des marchandises,
et une autre dynamique qui est une logique plus sociale, plus culturelle, de reconnaissance des produits par des amateurs éclairés. Et à partir du moment où les deux convergent, eh bien, on a cette réputation qui se façonne de manière très très forte. Donc je vais vous les présenter de manière successive, ces dynamiques-là, mais il faut vraiment penser qu'elles jouent de concert. Ça, c'est vraiment très important. On a une dynamique, je dirais, commune qui permet de saisir les choses. Alors, si on va du côté des marchands, si on regarde les dictionnaires de commerce, je vous en ai présenté un exemple tout à l'heure, voici un deuxième exemple de 1778, cette fois-ci avec une entrée territoriale, la Touraine. On vous présente les différentes productions, qui portent aussi évidemment sur le textile. Et vous voyez ici, notamment, mise en avant la production de prunes séchées au four au soleil, de Tours, de Saint-Maur, de Chinon. On a la mise en avant ici de produits réputés. Il faut bien comprendre que dans le domaine du commerce, on a un développement des échanges à partir de la fin du XVIIIe siècle. Ce développement des échanges conduit à la nécessité pour les marchands d'établir des hiérarchies. Et on est vraiment dans le monde marchand dans cette logique-là. Établir des hiérarchies, comme au même moment, on en établit dans la société. La mise en place de la capitation d'un impôt en 1695 va hiérarchiser la société en 22 classes. Au même moment, on a le même processus. On a la nécessité d'établir des nomenclatures parce que de plus en plus de produits circulent. Donc il y a des prunes, mais on va distinguer les prunes de Chinon, les prunes de Tours, etc. Donc on a du côté des marchands ce besoin de classification qu'on retrouve dans tous les dictionnaires. Voici un deuxième exemple de 1785 qui est sur la même logique de classification, cette fois-ci par l'entrée produit. Donc on a véritablement des dynamiques qui naissent du côté des marchands. Et ce sont des stratégies commerciales. Dans les annonces, les avertissements, comme on dit à l'époque, les publicités avant l'heure, si vous voulez, là je vous ai mis cette longue citation, mais qui est intéressante, de Lafaille, qui est marchand parfumeur et distillateur à Dunkerque, et qui, j'ai souligné des éléments importants, et je vous ai mis les marchandises qu'il met en vente à droite, va développer tout un discours de valorisation de l'origine. Et vous le voyez dans le texte, il vend des produits venus du Languedoc, de l'Italie, que vous avez à droite, ces produits, et il parle de la notion de les vrais crus de leur production. Donc on a une valorisation par les marchands de cette origine géographique comme étant un atout commercial. On met en avant l'origine des produits, de l'huile de Grasse, des figues de Provence, etc. On met en avant cette origine comme un argument commercial. Et évidemment, le but, c'est de pouvoir vendre plus cher. On est dans cette logique-là de, je dirais, diversification des marchés qui apparaît assez bien chez ces marchands. Et puis, on a aussi des marchands qui sont des fabricants ou des artisans commerçants. Ici, c'est une autre annonce parue dans le journal de Guyenne, qui est un journal publié à Bordeaux en 1784, qui est une annonce d'un pâtissier de Périgueux, donc qui vend sur Bordeaux un certain nombre de pâtés. Ces pâtés de Périgueux sont extrêmement réputés en France et en Europe. Ce sont des pâtés de perdrix aux truffes. Et vous voyez dans son annonce, il propose même un certificat d'authenticité. Donc on voit bien comment ici il faut créer de la confiance et faire référence à une origine géographique, s'appuyer sur la réputation d'un produit, participer à la construction de la réputation d'un produit, permet à ces marchands de créer une confiance entre les différents acteurs. Et vous le voyez avec un autre exemple qui est le pâtissier de Périgueux Courtois, on en va même à marquer les terrines qui contiennent ces pâtés au nom du producteur. Donc on a chez les marchands des vraies stratégies commerciales qui participent à la construction de ces réputations. C'est quelque chose de très important au niveau du commerce. Il y a un autre type d'acteur qui participe à ces réputations, et c'est un acteur, je dirais, qui est typique, alors on a parlé de typicité, mais ici c'est dans un sens plus figuré, qui est typique de la France d'Ancien Régime. C'est les autorités publiques, c'est les pouvoirs. Et les pouvoirs politiques ont un rôle dans la construction des réputations aux côtés des marchands. Ce que vous avez sous les yeux, ce sont les cadeaux alimentaires qui sont faits par les corps de ville, les villes du XVIIIe siècle. Vous en avez ici un certain nombre d'exemples. Ce sont des présents honorifiques qui sont faits chaque année à des personnages de premier plan. Ça veut dire que la ville d'Angers va envoyer au roi, à la famille royale, au contrôleur général des finances, à l'intendant de la province,
à des ministres, à des commis de ministres, ce type de présents qui vont avoir lieu tous les ans. Alors ce n'est pas des pots de vin au sens figuré du terme, c'est vraiment des cadeaux qui figurent dans les comptabilités, qui sont des présents honorifiques officiels, qu'ils accompagnent généralement de demandes sur une sorte de bienveillance pour l'impôt en particulier, ou ça peut être sur d'autres dossiers, mais on est dans cette logique du don contre don qui s'inscrit tout à fait dans ce fonctionnement de la monarchie, en particulier au XVIIIe siècle, mais on retrouve ça aux périodes précédentes. Et si on regarde les villes et les produits qui sont offerts, on a des associations qui sont extrêmement fortes. Regardez, Montélimar offre des nougats tous les ans. Évidemment, Montélimar nougat, c'est quelque chose qui nous parle toujours aujourd'hui. On retrouve Troyes, offrant des andouilles, etc. Et il faut comprendre que ces produits-là, qui sont expédiés en quantité importante à des grands personnages, ces grands personnages ensuite à Paris ou à Versailles, ils vont les faire servir à leur table. Donc on a une énorme caisse de résonance. Si vous voulez, c'est mieux que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est mieux que TikTok. Ces produits qui vont être fournis à ces grands personnages, qui vont les servir, ils vont gagner en réputation. Et puis, ils gagnent en réputation pourquoi? Parce que consommés par ces grands personnages, ils deviennent des produits de qualité. Non pas de qualité au sens le produit en lui-même, mais de qualité sociale. Pourquoi ce sont des bons produits? Parce qu'ils sont consommés par des grands personnages. Et donc, ils ont de la qualité, comme on parle de qualité sociale, on est dans une société d'ordre, bien évidemment. Donc on a quelque chose ici qui est assez original que ce levier dans la construction des réputations de ces présents honorifiques. Et puis, troisième mécanisme, c'est le discours des experts, c'est la validation par les experts du temps. Les médecins, par exemple. Vous avez ici un extrait d'un ouvrage d'Arluc, qui est un médecin qui décrit la Provence, qui s'intéresse au paysage de Provence et qui vous décrit la production des prunes de Brignoles. Et les médecins vont porter un discours sur la qualité des produits. C'est aussi valable pour les fromages, où les médecins vont mettre en avant, en Normandie notamment, la maîtrise d'un savoir-faire, une forme d'hygiène déjà qui commence à apparaître dans le travail par rapport au fromage. Donc les médecins valident en quelque sorte les réputations de tel ou tel territoire. Ça, c'est quelque chose qui est très important. On va prêter des vertus à certains produits qui ainsi vont gagner en réputation. Les experts, ça peut être aussi, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les cuisiniers. Les livres de cuisine vont développer un discours sur ce type de produit-là. Et puis, et là c'est très intéressant, alors je vous parlerai du personnage derrière moi tout à l'heure, mais on a un autre mécanisme qui est propre aussi à cette société d'Ancien Régime. C'est le rôle que vont jouer les prescripteurs, les amateurs. Alors je vous parle dans un instant du personnage derrière moi, mais comme on était à Genève, je voulais vous parler d'un autre personnage qui est Joseph-Marie Duret de Morsan, qui est un Français, mais qui s'est installé d'abord à Neuchâtel dans les années 1760 et qui va vivre dans les années 1780 à Genève. Il incarne cette figure de l'amateur, de cette personne qui est capable d'apprécier les produits. Et pourquoi on le connaît? Tout simplement parce qu'on a conservé des lettres que ce personnage, donc Duret de Morsan, adressait à son pâtissier traiteur dans les années 1790-1791. Ces lettres sont conservées à la bibliothèque publique et universitaire de Genève. Et dans ces lettres, eh bien, on a vraiment la figure du gourmand, de l'amateur. Il va donner des recommandations à son pâtissier pour qu'il prépare correctement du pâté froid de veau. Il va exiger qu'il lui soit servi des truites du lac de Genève, des ombres chevaliers, etc. Le fait qu'on ait ces amateurs-là, ces connaisseurs, qu'on ait une demande de personnes qui se revendiquent comme étant capables d'apprécier les choses, capables de reconnaître une origine, va aussi participer évidemment à ces mécanismes de reconnaissance. Alors, on a Duret de Morvan, mais j'ai eu l'occasion de travailler sur cet autre personnage que vous voyez derrière moi, qui est le prince de Saxe. Le prince François-Xavier de Saxe est un personnage intéressant. Il a grandi à la cour de Varsovie. Il a été à la tête du royaume de Saxe, à Dresde, et puis ensuite il a servi dans l'armée Louis XV avant de se retirer en France, et donc on a conservé des livres de contes et des correspondances de sa vie en France dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Eh bien, il incarne cette figure de l'amateur, de ce connaisseur. Et l'extrait que vous avez, c'est une lettre qu'il fait envoyer à un pâtissier de Périgueux pour lui demander des dindes aux truffes. Les dindes aux truffes du Périgord sont extrêmement réputées, et on voit comment
pour un personnage comme celui-ci, qui évidemment ne s'occupe pas de la fourniture de viande habituellement, de pain, c'est pas du tout de son niveau, entre guillemets. Là, sur ces produits-là, il prend soin de s'en occuper et de réclamer lui-même ce type de produit. Donc on voit bien que il y a des aliments, et puis il y a ces aliments réputés qui sont portés par ces amateurs. Si on regarde ces achats, ces emplettes, c'est le terme qu'on emploie, eh bien, il recherche des produits et il met en œuvre les moyens pour les obtenir. Et donc, vous avez des achats et des provenances très variées, vous voyez, sur ces denrées qui viennent à la fois de différents endroits de France, mais qui viennent aussi d'Italie. Donc, il y a vraiment une volonté de rechercher ce qui se fait de mieux. Et cette dynamique-là, du côté de la demande, de ces amateurs-là, on retrouve la même chose au même moment dans le domaine de l'art, la figure de l'amateur dans le domaine de l'art, c'est un peu la même chose. Ils ne vont pas collectionner des tableaux, ils ne vont pas collectionner des sculptures, mais ils vont rechercher ces produits-là et ils vont justifier qu'ils sont capables de les apprécier avec la notion de bon goût. Et cette notion de bon goût, elle apparaît bien comme l'apanage des plus riches, des élites, notamment au sein de l'aristocratie. Certains personnages célèbres, comme le comte de Saint-Florentin, sont vraiment des figures tutélaires, si j'ose dire, de ces amateurs. Et ce qui est intéressant avec Saint-Florentin, c'est qu'il est ministre de Louis XV, et à ce titre-là, il est très, 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 très sollicité pour qu'on lui demande des postes pour son fils, etc., pour tel membre de la famille. Et ce que vous avez dans le tableau, c'est la liste des produits qu'il reçoit en début d'année pour les étrennes, qui lui sont envoyés d'un petit peu partout, comme vous le voyez. Et comment j'ai pu le reconstituer ? Tout simplement parce qu'il envoie des lettres de remerciement où il dit je vous remercie des envois de pâté d'Amiens, etc., etc. Donc ça veut dire que ce grand personnage draine vers lui tous ces produits qui, évidemment, sont servis à sa table. Donc on a vraiment une mécanique, si j'ose dire, du côté de ces amateurs éclairés. Et fin XVIIIe siècle et début XIXe siècle, on va finalement avoir une synthèse qui va s'opérer. Elle va s'opérer vraiment début XIXe siècle avec la littérature gastronomique. La littérature gastronomique qui est portée notamment par des noms célèbres que vous connaissez, et notamment Grimaud de la Reynière, dont vous avez ici l'Almanach des gourmands, ce périodique qui va paraître au début du XIXe siècle. On a vraiment une synthèse. Une synthèse de quoi ? Grimaud de la Reynière, il va à la fois donner des adresses, porter un discours commercial en disant tel ou tel fabricant fait telle ou telle chose à tel endroit, etc. Et en même temps, donc le discours commercial, et en même temps, il porte aussi, c'est un héritier de l'Ancien Régime, la question du bon goût, la question de l'amateur, de celui qui est capable. Et donc, on va avoir, avec cette littérature gastronomique et les cartes gastronomiques qui vont les accompagner, véritablement cette synthèse. Mais ces réputations, pour qu'elles puissent devenir pérennes, pour qu'elles puissent s'ancrer dans le temps, il faut aussi qu'il y ait un marché qui se mette en place, un marché gourmand sur lequel je voudrais vous donner juste quelques éléments rapidement. Ce marché gourmand, il est vraiment porté, comme je vous l'ai dit, par la figure du gourmand qui est décrit ici par Louis-Sébastien Mercier pour Paris, c'est-à-dire celui qui veut se procurer ce qui se fait de mieux. Donc on a vraiment un effet levier sur les territoires, comme on le voit dans cette citation sur laquelle je passe rapidement. Alors, ces acteurs du commerce, ils vont vraiment avoir un rôle important. Et ceux que j'ai pu étudier, vous voyez, relèvent de catégories différentes. On a des marchands, on a des épiciers, on a des confiseurs, on a des noms assez amusants, comme des parfumeurs de cochonailles qu'on retrouve à Troyes. En fait, ce sont des charcutiers, mais qui prennent cette dénomination-là parce qu'évidemment, c'est plus prestigieux. Donc, on a une grande diversité de métiers qui participent à ce commerce. Et si on regarde ce qui se passe à Bordeaux, au niveau d'un commerce à plus grande échelle, vous voyez ici toute une liste de marchands, négociants, épiciers, etc. Vous voyez les lieux de vente qui vont mettre en circulation des fromages de Roquefort, du beurre de Bretagne, des jambons de Bayonne à grande échelle. Donc ce n'est pas uniquement des petits volumes, ça peut être aussi des volumes importants qui circulent et qui vont porter ces réputations, en particulier à l'international. Vous avez là une carte qui montre comment le marchand bruxellois Jacques Plétinck se fournit, donc il est à Bruxelles, il fournit la cour de Lorraine à Bruxelles, il fournit des personnages importants, et vous voyez que sur cette carte, il va se procurer auprès d'intermédiaires tous les produits nécessaires. Donc on a vraiment des réseaux commerciaux très très importants qui existent, avec des circuits de distribution qui passent notamment par les réseaux de messagerie. Et j'aime bien cet avis des messageries de Troyes qui évoque des envois nombreux de volailles, de gibier et autres comestibles. Et l'avis rappelle bien qu'il faut se dépêcher d'aller les récupérer
à la poste avant que ces produits ne soient corrompus. Donc on voit bien qu'on a des échanges qui passent par les réseaux de transport qui sont ceux de l'époque et qui créent cette valorisation. Et puis on a la mise en place de ventes par correspondance qui vont porter ces réputations. Ici, c'est le Gazettin du comestible, est un journal qui vous permet, quand vous êtes à Paris, eh bien, de passer commande d'un certain nombre de produits, et ensuite vous allez les retirer dans un lieu qui est dédié, une fois que vous avez passé commande au journal, et là je vous en ai mis une page, vous voyez des produits qui sont mentionnés. On a aussi l'apparition d'un magasin qui va devenir emblématique de ce marché-là, ce sont les magasins de comestibles qui apparaissent à Paris dans les années 1780. Ce sont les équivalents de ce qu'on retrouve à Londres, qui sont les Italian Warehouse à Londres. Bien à Paris, on a des magasins de comestibles qui vont se spécialiser sur ces produits réputés, qui vont mettre en place là aussi des réseaux d'approvisionnement très riches pour permettre aux consommateurs parisiens, aux amateurs parisiens, de se procurer les produits que vous avez ici. Et là, on passe au début du 19e siècle. Ces magasins de comestibles vont se développer. Et vous voyez ici la très, très, très grande diversité de produits qui apparaissent. On a vraiment quelque chose qui s'est constitué et qui joue d'ailleurs un rôle moteur dans le commerce alimentaire. Ces boutiques-là vont vendre des produits emballés, alors que d'habitude on vend en vrac, vont indiquer les prix, alors que d'habitude les prix ne sont pas indiqués. Donc on a vraiment, je dirais, un marché qui se veut dynamique, qui se veut moteur autour de ces produits réputés qui apparaissent. Vous voyez, c'est la deuxième page, on a énormément de produits. Et on a des boutiques comme celle du magasin de comestibles, de Corselet à Paris au début du 19e siècle. Vous voyez ici l'enseigne qui est conservée encore aujourd'hui. Et sur cette enseigne, eh bien, vous retrouvez à nouveau la figure du gourmand, la figure de l'amateur qui est mise en avant. Ces produits réputés sont destinés à une clientèle particulière. Et on voit bien ici une forme de segmentation du marché alimentaire. Donc, au final, on voit bien que les réputations fondées sur une dénomination d'origine, une appellation géographique, sont notamment dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, véritablement le fruit de la convergence entre deux dynamiques. La première, c'est celle qui s'est enclenchée fin XVIIe siècle du côté des marchands, c'est-à-dire un besoin d'identification des produits. Et comment identifier un produit ? Eh bien, le mieux, c'est de l'associer à un lieu. Ça, c'est la première dynamique. Et la deuxième dynamique, du côté des consommateurs, eh bien, c'est cette libération de la gourmandise qu'on voit au XVIIIe siècle, qui permet à des amateurs, à travers ces produits alimentaires, d'affirmer leur bon goût, d'affirmer leur prestige social. Et donc, on a véritablement un marché qui se met en place pour répondre à ce type de demandes qui vont faire apparaître ces produits singuliers que sont les produits réputés. Alors, la réputation, ça sert à quoi ? Eh bien, finalement, c'est à la fois un repère d'achat, c'est un générateur de confiance, et c'est un réducteur d'incertitude. Or, nous sommes dans une économie d'Ancien Régime où il n'y a pas de loi qui protège l'origine. Il n'y a pas de loi qui identifie les produits ou qui protège les producteurs. Donc on est vraiment dans une relation de confiance et les réputations, finalement, en l'absence de normes, ont une forme de souplesse adaptée, si j'ose dire, à cette économie pré-industrielle. On est vraiment dans cette logique-là. Et la définition de la qualité du produit, elle a à la fois une dimension, oui, technique, mais elle a aussi une dimension sociale et culturelle qui est avant tout le fruit d'interactions entre les producteurs, les marchands, les intermédiaires diverses et variés et les consommateurs. Avec le XIXe siècle qui avance, notamment à partir des années 1850 et encore plus avec la seconde moitié du XIXe siècle, on entre dans un autre modèle. Toutes les cartes sont rebattues. Le chemin de fer change complètement la donne. Les prunes de Bordeaux ne sont plus les prunes de Bordeaux. Elles deviennent des prunes d'Agen à partir du moment où la ligne de chemin de fer va permettre d'acheminer directement les prunes vers Paris. Donc on a vraiment un changement complet de la cartographie, même si certains produits subsistent. Et puis, deuxième élément qui change un petit peu la donne, c'est qu'au XIXe siècle, on va vouloir beaucoup plus normaliser les choses et on va faire appel à la loi. Il va y avoir des contentieux juridiques. On va avoir les premières lois sur la protection des origines, etc. Et donc tous ces contentieux juridiques vont aboutir en 1919 à la loi sur les appellations d'origine, qui finalement n'est pas un début, mais plutôt finalement le fruit d'un processus un petit peu plus long. Et à partir de ce moment-là, au XIXe siècle, finalement, on quitte l'âge du commerce pour entrer dans un âge
plus industriel, où on cherche finalement à poser des normes, à structurer les choses et à reculer par rapport à cette notion de souplesse et à ces réputations qui ont été finalement des outils qui correspondaient bien aux besoins de ce qu'était à la fois l'économie et la société d'Ancien Régime. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette très belle présentation, très enlevée, dans laquelle tu nous as montré beaucoup de sources tout à fait étonnantes et variées, sur lesquelles je m'interroge un petit peu. Est-ce que, bon, j'ai regardé de près ton livre, tu as dû faire un vrai tour de France des fonds d'archives. J'ai relevé des titres comme le manuel du goûteur d'huîtres, enfin, des choses tout à fait étonnantes. Est-ce que dans toutes ces sources, il y a des textes, des images qui ont été particulièrement saisissantes dans ta recherche ? Alors les sources, hein, c'était vraiment pour moi quelque chose de très important dans la volonté d'avoir un corpus ouvert. C'est-à-dire que je me suis interdit aucune source. Comme tu le dis, ça peut être aussi bien de l'iconographie, comme ce que nous avons derrière nous, ça peut être des manuels, des écrits, mais j'ai vraiment eu la volonté de prendre toutes les sources, et sources de la pratique, et aussi des textes. Et finalement, celles qui m'ont à chaque fois le plus séduit, peut-être le plus apporté, c'est les sources de la pratique. Parce que dans les textes, on a souvent un discours redondant. On a les récits de voyage, j'ai travaillé sur des voyageurs, ils se reprennent les uns les autres, quand ils viennent à Genève, ils parlent du poisson du lac, etc. Donc on a un côté stéréotype, topos qui se met en place. Alors que dans les sources de la pratique, notamment ce qui m'a permis de reconstituer les cadeaux et les présents honorifiques, on a vraiment des mécanismes qui apparaissent. Et peut-être, si je dois retenir une source, c'est les archives du prince de Saxe. Les archives du prince de Saxe, elles sont fascinantes parce que le personnage est fascinant. On a sans doute l'un des livres de dépenses de bouche les plus détaillés qui existent, où on a d'un côté les approvisionnements sur une page, de l'autre côté les menus qui lui étaient servis. Donc on a une concordance. Et ce personnage-là, eh bien, il mélange des influences multiples, hein, comme je vous l'ai dit, il a un parcours assez varié, et il recherche vraiment le meilleur partout. Et donc, on a aussi beaucoup de lettres, où on le voit écrire, et de voir ces lettres écrites par le prince de Saxe, ou des recettes aussi. Il envoie à un de ses amis une recette de garbure. Il reçoit de l'un de ses amis une recette de garbure. Et je trouvais ça fascinant dans des papiers d'un grand prince, hein, quand même, d'un grand aristocrate du XVIIIe siècle, de trouver une recette de garbure. C'était, voilà, peut-être que j'explique la garbure, pardon. C'est un potage qu'on retrouve dans le Béarn, dans le sud-ouest, qui est notamment fait avec des cuisses d'oie. Donc en fait, son ami, qui est un noble gascon, lui a envoyé des cuisses d'oie confites, donc il les reçoit, et il accompagne donc l'envoi d'une recette en lui disant si tu veux les utiliser, tu peux les utiliser dans une soupe qui doit être préparée de telle ou telle manière. Et on n'imagine pas un personnage de haut rang comme ça s'intéresser à ce genre de choses, et pourtant c'est le cas. Oui, j'aimerais également te remercier pour cette magnifique conférence, et avant peut-être de laisser la parole au public, donc préparez vos questions, on va vous donner la parole dans un instant. J'aimerais peut-être te poser deux questions qui concernent à la fois la chronologie et la géographie. La chronologie, c'est que, semble-t-il, tu commences à t'intéresser à ces questions autour de la fin du XVIIe siècle. Donc, quelle est la raison de ce terminus postquem? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que c'est des contraintes liées aux archives? Est-ce qu'il y a une évolution antérieure à ce début, au début de ton travail? Puis le deuxième point, c'est un peu le point aveugle. En partie aveugle, c'est Paris. Dans tes cartes, Paris est presque toujours absente. Alors, est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas forcément de produits associés à Paris? Est-ce que Paris est un espace où on consomme et on commande plus où l'on produit? C'est aussi une question. Alors pour la question de la chronologie, le choix de débuter vers les années 1680 ne veut pas dire qu'il n'y a pas de produits réputés, de produits identifiés avant. On pourrait remonter à l'Antiquité, le vin de Salerne, au Moyen-Âge on en a. C'est juste que quand j'ai commencé à travailler, je suis remonté un petit peu dans le temps et j'ai regardé notamment les livres de cuisine, ce genre de choses-là, et on voit bien qu'on change d'échelle. La deuxième raison, c'est que je voulais m'intéresser à la question des circulations marchandes.
Or, dans la fin 17e, on passe là aussi à des volumes plus importants. Et puis la troisième raison, et tu as tout à fait justement souligné, c'est une histoire de source. J'ai beaucoup travaillé sur les dossiers de faillite qui permettent d'obtenir notamment des livres de compte lorsque les marchands sont faillis. Or, ceci n'est dit possible qu'à partir de la mise en place du code du commerce par Colbert. Et donc, on n'a pas de source disponible dans les archives publiques par rapport à ça. Alors Paris, oui, Paris est partout et nulle part. Partout parce que, évidemment, beaucoup de ces produits et les cartes gastronomiques, par exemple, incarnent la vision du royaume vue de Paris. C'est pour ça que des provinces comme le Périgord ou la Provence sont très associées à des produits, parce que c'est perçu comme une forme d'exotisme de l'intérieur par les consommateurs parisiens, qui évidemment ont un rôle très très important. Cela étant, autour de Paris, c'est là où on va retrouver des produits frais qui sont géographiquement identifiés. Par exemple, je parlais des cerises de Montmorency, le beurre de Vanves, les pêches de Montreuil. On est dans le pourtour immédiat de ce Paris du 18e. Et là, ce sont des produits qui ne peuvent pas voyager. Mais ils sont identifiés parce qu'ils sont consommés par ces élites parisiennes qui véritablement donnent le ton. On est vraiment dans cette centralité-là. Les asperges de Belleville, c'est le Belleville de Paris ou c'est une autre ville qui s'appelle Belleville? C'est Belleville de Paris. D'accord. Ça confirme effectivement. Puis les asperges, ça se mange frais. C'est possible. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, oui, un micro arrive. Enfin, arrive pas tout seul. On remercie beaucoup les personnes qui nous... Bonsoir. Merci. Oui. Merci pour votre présentation. Hier, j'ai assisté à la conférence de Madame Marie Pierret sur Antonin Carême, qui nous a expliqué qu'il n'y avait jamais de fromage dans ses menus parce que les fromages n'étaient pas répandus à cette époque et étaient réservés aux moines. Alors que dans votre présentation, ils ont l'air très répandus. Et au passage, à Sassenage, on parle beaucoup des fromages de Sassenage à l'époque. Maintenant, on parle des grottes. Quelle sorte de fromage était-ce? Merci. Alors, le fromage de Sassenage, effectivement, est l'un des fromages, et j'étais un peu surpris, qui étaient les plus réputés à l'époque. On était sur un fromage équivalent techniquement du Roquefort. Sauf qu'il a été victime par la suite, justement, du succès du Roquefort, ce qui a expliqué son recul, alors qu'il était très apprécié. Alors, les fromages, c'est vraiment une question très, très complexe par rapport aux consommations des élites, parce qu'il y a fromage et fromage. Le fromage de Gruyère, alors je vais peut-être me faire disputer, mais alors le fromage de Gruyère et le fromage de Hollande, pour le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, sont bien identifiés, mais considérés comme des fromages qui ont avant tout comme qualité de se conserver. Et donc sont plutôt de consommation populaire ou pour l'avitaillement des navires. Donc ils ont plutôt cette perception-là. En revanche, des fromages comme ceux de Roquefort, Sassenage, Neuchâtel, alors Neuchâtel en Normandie, ce type de fromage-là sont perçus comme des fromages de qualité. Mais ils ne sont pas servis lors des repas de fête. Il faut penser que les élites, on a parfois tendance à réduire les élites à leur consommation festive, au repas d'apparat, etc., où là, effectivement, il n'y a pas de fromage qui est servi. Mais les élites, pour avoir étudié des consommations quotidiennes de nobles bordelais, tous les jours, on mange de la soupe, des carottes et des poireaux. Donc une nourriture beaucoup plus ordinaire. Et c'est là où on va retrouver les fromages. Et puis, dernier élément de réponse, ces fromages, certains d'entre eux circulent, parfois très loin. Le Roquefort, on le retrouve en Irlande, en Angleterre, etc. Alors ça peut vous sembler surprenant par rapport aux conditions techniques de l'époque. Et ça, c'est un point qui est peut-être intéressant à souligner, c'est que le Roquefort apprécié à cette époque-là n'est pas du tout le Roquefort que l'on connaît aujourd'hui. Le Roquefort, il était apprécié lorsqu'il était rouge et très sec. Aujourd'hui, si votre Roquefort est rouge, ça veut dire que vous l'avez oublié, je pense, dans votre frigo. Mais tout simplement parce qu'il fallait qu'il soit très 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 sec, très 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 affiné pour supporter le voyage. Ce qui vous montre bien que la question de ce qui est un produit de qualité est un objet historique variable selon le temps. Alors, il y a une autre question par là. Tout à fait. Alors je suis passé rapidement peut-être sur la carte, mais il y a un exemple assez amusant. Alors contrefaçon, oui, mais ça pose pas de problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez vu peut-être aperçu sur la carte, vous avez le saucisson ou la saucisse de Bologne, qui est extrêmement connue et réputée de la ville italienne. Et sur la même carte, j'ai aussi identifié, très souvent cité, le saucisson de Boulogne-sur-Mer.
Donc en fait, tout le monde sait très bien que ce sont deux choses différentes. On n'a juste pas une contrefaçon, une usurpation de réputation où on profite. Deuxième élément, on est avant tout sur les savoir-faire. Et par exemple, à Paris, au XVIIIe siècle, on fabrique des jambons façon de Bayonne. Et ils sont considérés comme très 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 bons. Ça ne pose pas de souci. Pourquoi? Parce que dans la période sur laquelle j'ai travaillé, la question de la matière première entre finalement assez peu en ligne de compte. Donc on n'a pas de cette dimension-là. Et c'est avec le XIXe siècle où là, effectivement, chacun va vouloir un petit peu se préserver de ce qui pouvait se faire ailleurs, mais ça va prendre du temps que véritablement on va avoir une lutte contre la contrefaçon. Sinon, la plupart du temps, c'est extrêmement rare. On va avoir des petits exemples ponctuels où, par exemple, les prunes de Brignoles, elles vont être expédiées dans une boîte avec les armes de la ville sur la boîte, des choses comme ça, mais ça reste très, 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 très ponctuel. Alors, merci. Avant de repasser la parole dans la salle, j'ai une question sur cette notion de gourmandise et sa dimension morale. Est-ce que le développement de ces denrées de choix s'accompagne d'une réflexion sur l'excès, la boulimie peut-être Alors, on est vraiment dans ce XVIIIe siècle, j'ai employé l'expression que je reprenais de Jean-Louis Flandrin de libération de la gourmandise. Ça veut dire qu'on considère qu'on peut manger, mais pas justement avec excès, mais être capable d'apprécier, puisqu'on a une évolution du sens au XVIIIe siècle dans l'encyclopédie du terme de gourmandise, qui jusqu'alors désignait l'excès de nourriture, c'est-à-dire c'était synonyme de goinfrerie. Et là, on voit apparaître le terme de gourmandise au sens celui qui est capable. Et capable est important le terme, d'apprécier les bonnes choses. Donc on a une mise en avant de cette capacité-là, mais on a quand même une critique, la citation de Mercier, par exemple, du gourmand parisien, dans son tableau de Paris, elle est teintée d'ironie, parce que pour lui, c'est quelque chose qui, finalement, est une recherche, alors non pas tant sur la qualité, mais dans un raffinement qui lui semble abusif. Donc on a quand même aussi un discours critique par rapport à ça, mais je dirais que dans l'aristocratie, c'est quand même, on est vraiment dans une période où on recherche, il y a une recherche du plaisir, etc., qui est quand même assez manifeste, et la table participe de ce processus-là. On n'est plus comme dans la table du Moyen-Âge ou de la Renaissance, dans l'accumulation des mets, mais justement dans cette idée, je montre que je sais, notamment vis-à-vis des élites de la finance ou du négoce, qu'on va renvoyer à l'idée qu'eux ne savent pas faire. Et que moi, parce que je suis noble ou des choses comme ça, je suis capable de le faire. On est vraiment dans cette logique-là. Et la notion de bon goût est vraiment une arme entre les mains de l'aristocratie dans cette perspective-là. Merci. Et est-ce que c'est une arme politique? Est-ce qu'on est patriote quand on mange des fromages de Sassenage ou des prunes de Bordeaux? Il n'y a pas vraiment cette dimension nationale qui apparaît. D'ailleurs, sur la carte de cadet de Gassicourt, puisqu'on est sur l'Empire, vous avez pu voir que les jambons de Mayence étaient rentrés dans la carte. Par contre, il y a une dimension qui est propre notamment chez la noblesse, c'est plus une dimension provinciale. C'est-à-dire que la noblesse du Périgord va introduire et diffuser à la cour les truffes du Périgord. Il y a une volonté de montrer que cette noblesse possessionnée qui est en double résidence entre Versailles et Paris, elle veut montrer qu'elle a quand même du pouvoir sur ses terres. Idem pour la noblesse provençale qui va diffuser l'huile de Provence. Ça a une dimension plus provinciale que nationale. Y a-t-il d'autres questions? Oui, je vois une main qui se lève au fond. Oui. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas aussi pour se distinguer de la bourgeoisie? Oui, tout à fait. Vous avez entièrement raison. Face à l'émergence de nouvelles élites, les élites, entre guillemets, traditionnelles, parce que élite nouvelle et élite traditionnelle, c'est un petit peu caricatural, mais on est bien sur cette perspective-là. Et Grimaud de la Reynière, au début du XIXe siècle, dans l'Almanach des gourmands, dans le manuel des amphitryons également, porte un discours qui est de dire, nouvelles élites, je vais vous apprendre comment il faut bien manger, comment on choisit un tel ou tel mets, etc. Donc on est vraiment dans cette dimension sociale très clairement, oui. Je me permettrai peut-être de poser une ou deux questions supplémentaires avant de laisser la parole à nouveau à la salle. Tout à l'heure, tu parlais du fait que la notion de terroir était anachronique. Il me semble tout de même qu'elle apparaît chez Furetière, en tout cas tu le mentionnes dans ton livre, mais dans un sens péjoratif. Donc peut-être qu'il faudrait revenir à cette notion. Et deuxième question, est-ce qu'il existe
On a vu donc que la question commerciale est très importante et qu'on justifie que des produits se déplacent sur de longues distances, mais est-ce qu'il existe aussi des discours et des réflexions sur ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les circuits courts? Est-ce qu'il y a par exemple des produits dont on sait qu'ils pourront difficilement se déplacer et auxquels on va aller pour pouvoir les consommer sur place? Alors, pour la première question, c'était oui, sur le terme de terroir. En effet, le terme de terroir est employé, mais il va désigner le terroir au sens vraiment agricole du terme, c'est-à-dire la terre où on produit. Et même, on va retrouver des annotations que j'ai pu voir à plusieurs reprises, où on va dire de manière négative qu'un vin a un goût de terroir, ça veut dire qu'il sent la terre. Donc on a vraiment une dénonciation plutôt de cette dimension-là. Et les produits sur lesquels j'ai travaillé sont vraiment des produits qu'on présente comme des produits innovants, des produits qui sont de l'excellence et donc de la pureté. Et le terroir, c'est comme lorsqu'à la cour on critiquait quelqu'un qui venait du Limousin, qui avait de l'accent. Vous voyez, il fallait bien parler français, la belle langue française de Racine. Là, un produit qui aurait ce goût de terroir, il serait mal perçu. Et donc tous les produits réputés, on les associe à une forme d'excellence pure. C'est ce qui se fait de mieux, mais on déconnecte du terroir. Ensuite, par rapport à la deuxième question sur les circuits courts, il n'y a pas vraiment de valorisation de la proximité. Au contraire, c'est véritablement faire venir ce qui se fait de mieux, c'est la recherche de l'excellence, de l'unique. La proximité n'est pas mise en avant comme étant un argument. Et d'un point de vue plus théorique, un produit qui est un produit de proximité, qui est consommé, vous avez les consommateurs et les producteurs qui sont côte à côte, finalement la question de l'identification par l'origine ne se pose pas. C'est un produit d'ici, il n'y a pas besoin de le dénommer. On le voit très bien pour le jambon dans le sud-ouest. Dans les campagnes de Chalosse ou du Béarn, le jambon, c'est du jambon. Il devient éventuellement jambon de Bayonne une fois arrivé à Bordeaux, et surtout sur les marchés plus lointains. C'est à partir du moment où la distance entre le producteur et le consommateur s'accroît qu'il y a une nécessité de s'appuyer sur ses réputations d'origine, ses réputations territorialisées. Sinon, c'est un produit d'ici, donc il n'est pas en concurrence avec d'autres produits, donc il n'y a pas besoin de l'identifier. Donc on est fier de son produit, à condition que ces produits ne soient pas consommés ou vendus à l'endroit où ils sont produits. C'est ça, ils se font connaître à l'extérieur. Peut-être encore une ou deux questions avant que nous nous quittions. Oui ? Bonsoir, je vous remercie beaucoup. Et je voulais parler un tout petit peu plus fort. Plus précisément vous poser une question plus personnelle, Monsieur Mézin. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cette... On n'entend pas très bien. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce thème-là? Et qu'est-ce que vous allez nous proposer plus tard? Ou, je veux dire, quels sont vos projets pour ça? Est-ce que vous avez d'autres projets? Alors, est-ce que vous me demandez pourquoi j'ai choisi le thème de la réputation ou le thème de l'alimentation? Alors là, l'alimentation, là, il va falloir remonter dans le temps. Je l'ai choisi, pour tout vous dire, il y a plus de 20 ans maintenant, tout jeune étudiant, parce que je me suis dit que cette thématique-là, donc on était dans les années, au milieu des années 90, à la fin des années 90, et je me suis dit, je veux travailler sur quelque chose qui me plaise, qui m'amuse, parce que pour moi c'est important. Et donc cette thématique-là de la nourriture m'intéressait, ça c'était la première chose. La deuxième chose, j'avais envie de travailler sur un sujet, et ça s'est confirmé par la suite, qui permettent de toucher à plein de problématiques. Aujourd'hui, ce soir, je vous ai parlé d'histoire politique, d'histoire des techniques, on aurait pu parler d'histoire religieuse ou d'histoire sociale. Et je trouvais que cet objet, cet objet total, pour reprendre les termes de Marcel Mauss, était vraiment quelque chose de très intéressant. Et puis la troisième raison, c'est que pour travailler sur ce type de sujet, on fait vraiment un travail amusant de chercheur, parce que il faut manipuler plein de sources pour arriver à trouver des éléments. Donc c'est pour ça que, pour ces trois raisons-là, qu'il y a longtemps maintenant, j'ai choisi de travailler là-dessus et que j'ai continué à le faire. Maintenant, j'ai travaillé sur cette question de la réputation. Maintenant, je poursuis plutôt dans la lignée des recherches sur le commerce alimentaire et plutôt sur le petit commerce, sur ce monde de la boutique, pour comprendre comment il a participé au XVIIIe siècle aux transformations un petit peu du secteur du commerce en général. Ça a été vraiment un secteur de pointe que ce commerce de l'alimentation. Et je travaille aussi
toujours sur la question du goût des produits, c'est-à-dire comment on parle du goût des produits, comment on peut essayer de faire l'histoire de ce goût des produits, qui est évidemment une histoire de perception avant tout, hein, puisque évidemment on n'a plus les produits à disposition, mais de comprendre les mécanismes autour du goût pour les aliments et puis le vin également. Bien, merci beaucoup pour... Ah, encore une dernière question. Alors des auteurs ou oui, quand on travaille sur l'alimentation, il va y avoir évidemment l'histoire de l'alimentation, il va y avoir des historiens. Moi j'ai eu la chance notamment de rencontrer Jean-Louis Flandrin, qui vraiment pour l'époque moderne, dans les années 1980, a vraiment initié une histoire de l'alimentation, alors plutôt basée sur l'histoire du livre de cuisine, mais c'était vraiment quelque chose d'important qui a fait, entre guillemets, sortir l'histoire de l'alimentation du placard. C'est-à-dire que c'était pas du tout considéré. Donc ça, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Et puis, il est décédé il n'y a pas très longtemps, Daniel Roche. Moi, je viens de cette formation et de cette formation autour de la culture matérielle, l'histoire de la culture matérielle, c'est-à-dire une histoire à partir des objets, à partir des individus, à partir des gens, avec une forte dimension sociale. Et je vous invite tous à lire, évidemment, les travaux de Daniel Roche sur le vêtement, sur l'alimentation, sur plein de choses, cette histoire des choses banales qui est vraiment très, 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 très importante. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres disciplines qui ont pu me nourrir. Marcel Mauss, effectivement, alors c'est des travaux anciens, mais qui sont toujours utiles, hein, d'anthropologie, Lévi-Strauss, évidemment, Pierre Bourdieu du côté de la sociologie, sont aussi sur la distinction par le goût. Par exemple, Pierre Bourdieu est encore, pour moi, un outil de réflexion très utile sur ces mécanismes dont on parlait, de choix alimentaires, de figure de l'amateur. C'est vraiment très, 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 très riche. Il faut être ouvert à plein de perspectives, c'est aussi ce qui fait le charme de cette histoire de l'alimentation. Merci beaucoup, Philippe, pour cette très belle présentation qui nous passionne.